Bonjour, merci beaucoup, bienvenue au Cœur des Sciences. Alors aujourd'hui, sur place, on accueille deux écoles. On a l'école secondaire d'Anjou qui était déjà là la semaine passée. Bonjour. Et puis on accueille l'école secondaire du Mont-Bruno. Ils sont nombreux, mais ils ne font pas beaucoup de bruit. L'école secondaire du Mont-Bruno. Ils ont déjà fait une activité scientifique ce matin, une balade, alors ils sont peut-être un peu engourdis, mais ça va aller mieux. En web diffusion, je compte sur vous pour les saluer très fort aussi. On salue la polyvalente Louis Saint-Laurent à East Angus, le collège Villa-Maria à Montréal, l'école Pierre Dupuis à Montréal et l'école Pierre Boucher à Boucherville. Je salue aussi tous les élèves qui se sont inscrits et qui vont visionner la conférence une fois qu'elle sera enregistrée. Au total, c'est plus de 400 élèves qui se sont inscrits à cette conférence. Donc, merci à tous d'être à nouveau au rendez-vous. Je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. La conférence va durer 50 minutes, peut-être une minute de moins, peut-être une minute de plus, mais autour de 50 minutes. Elle va être ponctuée de périodes de vote. Donc là, on va voter à main levée. La conférencière va vous donner toutes les indications. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, c'est facile, vous levez la main. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, vous faites votre vote à main levée et votre enseignant m'enverra soit par texto, soit par les commentaires du direct Facebook, les réponses de votre classe. À la fin de la conférence, on a aussi une période de questions. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans la salle, on a placé 2 micros. Vous vous lèverez et puis vous poserez toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser pendant la conférence. Pour ceux qui sont en web diffusion, vous m'envoyez les questions par texto ou via les commentaires du direct Facebook. Et puis, vous pouvez commencer même directement, ceux qui nous suivent en web diffusion, pendant la conférence. Je les transmettrai à la fin de la présentation à la conférencière. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. On va juste faire un petit test sur une question, sur un quiz, pour voir si notre logistique, elle marche bien. Alors, première question, vous êtes prêts? L'Antarctique se situe, petit A, dans l'hémisphère nord, petit B, dans l'hémisphère sud. Qui répond A dans la salle? Donc, une petite minorité pense que c'est dans l'hémisphère nord. Et qui répond B? Une grosse majorité dans l'hémisphère sud qui n'a aucune idée de où est-ce que ça se passe? 3 personnes. Est-ce qu'on a des réponses en web diffusion, Catherine? On n'a pas de réponse. Est-ce que je regarde avec les textos? J'ai rien qui est rentré. Peut-être un petit peu de délai, mais on va dire que ça va marcher après. On va s'arrêter sur une question test. Les autres, je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement notre conférencière Émilie Le Foll, une biologiste aventurière. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Le Foll, comme j'ai été présentée. Je suis actuellement doctorante à l'université de Sherbrooke. Et mon modèle d'étude, j'étudie un petit oiseau que peut-être vous connaissez tous, c'est l'hirondelle bicolore. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de mon doctorat, je suis ici pour vous présenter une mission que j'ai effectuée il y a environ 2 ans et demi, sur le manchot royal. Mais pour cela, il faut ma présentation, c'est quand même mieux. Donc, et je me suis intéressée à un aspect particulier du manchot royal sur son étrange appétit. Cette présentation, je vais la faire, certes, mais j'ai besoin de vous, vous ici et vous en visioconférence. Je vais vous interpeller plusieurs fois pour savoir qu'est-ce que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à lever la main lorsque je vais vous demander est-ce que vous savez ça, oui, non, etc., etc. Et on va commencer tout de suite par tester. Est-ce que ça marche? Intéressant. Si je vous dis, les manchots sont partout. Est-ce que vous connaissez des films, des séries, des publicités, des marques qui présentent des manchots? Par visioconférence, vous pouvez envoyer vos réponses et sinon, il faut parler bien fort. Au fond, je vous écoute. Oui? Pingouin Madagascar. Oui? Oui. Ah, c'est bizarre ça que ça ne marche pas.
OK. Donc, il y a le fameux film L'Empereur. Il y avait La Marche de l'Empereur qui est sortie il y a quelques années. Et il y a le deuxième qui est sorti, L'Empereur. Il y a également, tout le monde connaît Happy Feet, Les Rois de la Glisse. Il y a également... Est-ce que des gens connaissent ce petit bonhomme-là? Levez la main. Oui, c'est Pingu. Ceci. Linux. Linux, son modèle, c'est un manchot. Donc, vous voyez, les manchots sont partout. Maintenant, je vais un peu tester vos connaissances en géographie. Si je vous mets un planisphère avec l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'était la question d'introduction. Je vous place le pôle nord en haut, le pôle sud en bas. La réponse à la question de tout à l'heure, c'est l'Arctique est au nord, l'Antarctique au sud. Donc la grande majorité connaissait la réponse. Bravo. Si je vous demande la différence entre l'Arctique et l'Antarctique, qu'y a-t-il sous la glace? Il y a soit la terre, soit de l'eau. Ici, représentez l'eau par une petite goutte, la terre par un petit monticule de terre. Qui mettrait la goutte d'eau, levez la main, en Arctique? Très bien. En bas, en Antarctique? Donc la grande majorité, je pense qu'en visioconférence également, ils ont eu le temps de voter, pense que l'eau est en Antarctique. Eh bien, sachez que si vous creusez en Arctique, si vous creusez et que vous faites un trou, vous allez trouver que de l'eau au pôle Nord. Mais si vous faites la même chose au pôle Sud, vous allez trouver de la terre. Qui vit là-bas? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes en haut et en bas? Il y a des hommes et des femmes sur les deux pôles. Mais vous ne trouverez que des enfants en Arctique et surtout des habitations un peu partout, mais il n'y a que des populations autochtones au pôle Nord. Quand vous allez en Antarctique, vous allez trouver que des militaires ou encore des gens qui s'occupent de la logistique. Il n'y a pas de personnes qui vivent à l'année. Ils ont une maison, il n'y a pas de commerce, il y a très peu d'infrastructures. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de poste, il n'y a pas Internet, toutes ces choses-là. Quel animal y trouve-t-on? Il y a des différences entre pingouins et manchots. La plupart des gens confondent pingouins et manchots. Les pingouins et les manchots sont tous deux, d'excellents nageurs, sauf qu'il n'y a qu'une espèce, enfin qu'une famille qui vole, ce sont les pingouins. Si vous prenez un pingouin, vous l'amenez au bord d'une falaise, vous le lâchez, il va s'envoler. Vous faites la même chose avec un manchot, hélas, il va s'écraser. Et on ne les retrouve pas dans le même hémisphère. On trouve les pingouins que dans l'hémisphère nord, donc vous en trouverez en Arctique, et les manchots que en Antarctique. L'ours polaire. L'ours polaire, c'est toujours un peu délicat pour les placer. La plupart des gens pensent il y a de la glace, il y a un ours polaire. Non, c'est faux. L'ours polaire, on le trouve qu'en Arctique. Moyen mémotechnique, Arctique, ça veut dire avec ours polaire. Antarctique, sans ours polaire. C'est assez facile une fois qu'on a ce moyen mémotechnique. Il y a beaucoup d'erreurs quand on parle de manchots et de pingouins, du fait de... Les premiers explorateurs, quand ils sont arrivés en Antarctique, ils se sont retrouvés face à de grands oiseaux. De grands oiseaux qui ressemblaient avec une espèce qu'ils connaissaient, qui est le grand pingouin dont vous voyez ici, à l'image, la représentation. Et il y a pas mal de films, comme celui-ci, qui parlent de Mr. Popper et ses pingouins. Or, à l'image, ce que vous voyez, c'est des manchots. Mais d'où viennent ces erreurs? De la traduction. En anglais, penguins, ça classifie autant les pingouins que les manchots. Mais en français, c'est bien distinct. En latin, pingouin, c'est gras. Donc la plupart des gens font l'amalgame, mais maintenant vous êtes des spécialistes, vous ne ferez plus l'erreur. Les manchots, dans le monde, il y en a 17 espèces. Voici quelques espèces de manchots. Parmi cette image se cache le manchot royal. Le manchot royal, c'est l'espèce que j'ai étudiée. Donc je vais faire le premier vote à main levée.
les gens qui vont lever la main, c'est qui pensent que, quand je vais dire, par exemple, je vais tester tout de suite, qui pense que le manchot royal est l'image 1? Levez la main. On va laisser un petit peu de temps aussi en web diffusion. Très bien, merci, je vois une partie. Qui pense que le manchot royal est l'image 2? En haut, à ma gauche, donc à votre droite. Une personne, très bien. Qui pense que c'est l'image numéro 3? Ici, il y a pas mal de personnes également. Et enfin, l'image numéro 4. 2 personnes, très bien. Est-ce qu'en web diffusion, il y a une majorité pour les images ou pas? On n'a pas encore les résultats. On a pour le temps la polyvalente Louis Saint-Laurent qui est en ligne. Ils doivent être... Oh, ils ont répondu le 3. Le 3. Voilà. Donc, la réponse tout de suite. Ta-ta-da. Oui, en effet, la plupart des gens confondent le manchot empereur en haut avec le manchot royal en bas. Le manchot empereur, c'est le plus grand manchot au monde. Il arrive à peu près ici. Le manchot royal, c'est le second. Il arrive à peu près au niveau de ma hanche. Il y a le petit pingouin. Donc, vous voyez, la petite astuce, c'est sur l'image, il est proche d'une falaise. C'est un indice, ça veut dire qu'il va s'envoler. Rappelez-vous, manchot, bord d'une falaise, ça ne marche pas. Et enfin, en bas, le manchot jugulaire. Donc, bravo à ceux qui ont bien répondu. Voici un planisphère pour vous parler un peu de où je suis allée. Je suis allée sur une île qui est proche du continent antarctique. Ce n'était pas tout à fait au continent même, c'est l'île de la Possession, d'où nom. Elle s'appelle également Crozet. Pour y aller, bonne question. Je vous dis tout de suite, on ne peut pas y aller en avion. Pourquoi on ne peut pas y aller? Parce que, vous voyez, c'est relativement loin et surtout les conditions météorologiques sont extrêmement mauvaises. Si on parle de latitude et de longitude, c'est entre les 40e hurlants et les 50e rugissants. C'est pour vous dire un peu l'état de la météo. Donc j'y suis allée de Paris, parce que vous pouvez l'entendre à mon accent, je ne suis pas originaire de Québec, mais je suis bien française. Je suis partie en avion de Paris jusqu'à La Réunion, qui est une petite île française, et puis après j'ai pris un bateau océanographique qui m'a amenée jusqu'à Crozet. Il faut compter environ 1 semaine pour y aller en bateau et 3 semaines pour revenir parce que ça fait des boucles. Je suis partie... puis j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on arrive à proximité de l'île, la mer est tellement mauvaise que rarement le bateau peut accoster au niveau de l'île. On est obligé de prendre un petit hélicoptère qui est sur le bateau, qui vous prend et qui vous pose sur l'île même. Je suis partie le 29 octobre 2013 et je suis revenue le 3 février 2015, soit environ 15 mois plus tard. C'est le maximum qui est autorisé à toute personne travaillant là-bas pour réintégrer la société. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de magasin. Donc, pour pouvoir revenir dans une société normale, on tolère 15 mois. Après, c'est trop. Après, on est un peu bizarre. Pendant 15 mois, il faut emmener tout son matériel, parce qu'il n'y a pas de magasin. Si j'oublie ma brosse à dents, je n'aurai pas de brosse à dents pendant 15 mois. Il faut arriver à calculer combien je vais utiliser de litres de shampoing en une année. C'est plutôt difficile. Combien de savon, combien de tubes de dentifrice, combien de coton-tige. Donc on évalue ça à peu près, on estime, oh oui, je dois utiliser une brosse à dents tous les 2 mois. Parfois les gens en utilisent une pour 6 mois, mais... Donc, grosso modo, c'est juste pour vous imaginer ce que j'ai pris en affaires de toilette pour être propre quand même pendant ces 15 mois-là. Et on a droit à emporter 3 grosses malles métalliques qui viennent avec nous sur le bateau, quand même pour emmener aussi des vêtements, parce qu'il faut s'habiller et il fait quand même assez froid. Le climat. Je vous ai donné un peu une moyenne du climat au Québec pour que vous puissiez comparer. Donc, les précipitations mélangeant neige, pluie, c'est, vous voyez, environ 172 jours par an. Au niveau de la quantité, ça fait 1000 mm. Sur mon île, précipitations 310 jours par an. Environ 2 fois plus au niveau de la hauteur, 2500 mm. Pluie, neige confondue. Donc, ça a beau être une île, ce n'est pas les cocotiers du tout. Il y a les précipitations, mais il y a aussi du vent.
Là-bas, il y a des rafales de vent de 100 km/h pendant environ 144 jours. Et les pointes sont à 180 km/h. C'est-à-dire que s'il y avait des rafales de 180 km/h, je ne pourrais pas rester debout comme ça et vous assis, vous serez fauchés. Les arbres sont déracinés, bref, c'est paradisiaque. Il y a tellement de vent que les espèces qui vivent là-bas ont évolué, ils ont changé. L'image que vous voyez à l'écran, c'est une mouche. Elle n'a pas d'ailes. Là-bas, il y a trop de vent, ses ailes sont inutiles. Donc l'évolution a fait que la mouche a perdu ses ailes. Elle se déplace comme tous les autres insectes sur ses pattes. Les saisons sont très contrastées. Il y a été, hiver, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. Voici l'île lorsque vous êtes sur le bateau et que vous arrivez. Je vous emmène avec moi, imaginez, vous êtes sur votre petit bateau, ça c'est les côtes de Crozet. Vous pouvez voir en haut des habitations. Il y a un seul endroit sur l'île où il y a des complexes, des bâtiments pour nous accueillir. Est-ce que vous voyez des arbres? Non, il n'y a pas d'arbres. En effet, il y a trop de vent, donc il n'y a qu'une végétation très rase, c'est-à-dire des mousses. Une vue du bateau. Voici les structures qui nous ont accueillis. Donc, vous voyez, on est quand même bien installés. Il y a un hôpital, une centrale électrique, parce qu'il faut fournir, il faut fabriquer sa propre énergie. Il y a des bâtiments de logement, etc., etc. J'ai passé mes 15 mois environ avec 23 personnes, dont 4 femmes. Parmi ces personnes, il y a des scientifiques, il y a aussi des militaires qui s'occupent de la logistique et des Réunionnais qui sont des habitants de l'île qui étaient à côté. Ils nous permettent, militaires et Réunionnais, d'avoir toutes les conditions favorables pour pouvoir mener nos recherches. Donc vraiment, tout est fait pour qu'on mène notre science à bien. Donc ça, c'est au début. Ça, c'est nous à la fin. C'est-à-dire que là-bas, vous voyez, la météo, elle n'est pas clémente. Donc tout est prétexte, comme aujourd'hui, pour se déguiser. Vous pouvez regarder vite fait l'image et à la fin, je vous demanderai ce que vous m'avez trouvé. C'est pour vous mettre dans l'ambiance, on arrive à Crozet. Ce que vous voyez à l'image, c'est le bateau sur lequel j'étais. Et tous les petits points blancs, ce sont des manchots. Donc imaginez la quantité. La route que vous voyez, c'est la seule route de l'île qui amène aux infrastructures que je vous ai fait voir juste avant. Pourquoi j'y suis allée? J'y suis allée pour mener des études pour le CNRS, c'est un Centre national de recherche scientifique français. Mon objet d'étude, c'était adaptation énergétique et comportementale aux contraintes nutritionnelles et environnementales. Donc, grosso modo, je me suis intéressée aux stratégies alimentaires, comme on vous a dit dans le titre, l'étrange appétit du manchot royal, et comportementales, comment il élevait son jeune, comment il se regroupait pour faire face à des contraintes, c'est-à-dire, je vous l'expliquerai un peu, à la densité de congénères qu'il a autour de lui, des conditions climatiques, etc., etc. Mais je vais vous présenter un peu le manchot royal. C'est une espèce protégée depuis 1998, c'est-à-dire qu'on ne peut plus tuer un manchot, on ne peut pas les importer dans des zoos, etc., etc. Il y a environ, dans le monde, dans l'hémisphère sud, 2 millions de couples reproducteurs. Sur Crozet, il y a 100 000 couples. Ils ont une durée moyenne de vie de 25 ans, et ce sont des espèces grégaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont des espèces grégaires, c'est, en somme, ils se reproduisent les uns à côté des autres, mais ils n'ont pas de hiérarchie comme on peut trouver chez les abeilles ou encore chez les fourmis. C'est chacun pour soi, mais quand même les uns à côté des autres. Pourquoi ils vivent les uns à côté des autres? C'est pour un effet d'illusion, notamment pour les prédateurs. Je donne souvent l'image d'un banc de poissons. C'est assez fréquent, les bancs de poissons. Lorsqu'un prédateur arrive, il y a plus de chances qu'il mange votre voisin qu'il vous mange vous. Chez les manchots, c'est exactement pareil, c'est une stratégie de reproduction. En parlant de prédateurs, ils ont plusieurs prédateurs. Ils ont des prédateurs sur Terre, mais également en mer. Les manchots viennent sur Terre pour 2 choses, uniquement. Muer, ils perdent leurs plumes une fois par an pour se faire beau pour la reproduction, et pour se reproduire, pour choisir une femelle ou un mâle et pour amener à terme un petit poussin. Le reste du temps, ils sont en mer. Qu'est-ce qu'ils ont comme prédateurs? Beaucoup d'oiseaux.
Des pétrels géants, la première image, des squats, la deuxième image, mais également des orques, en mer plutôt, des otaries ou un léopard des mers. Cet animal-là, levez la main qui pense que c'est un prédateur de manchot royal. Une personne, 2 personnes. En visio? Pas encore. Non, il y a un petit délai, continue. Donc, c'est un éléphant de mer. L'éléphant de mer ne prédate absolument pas les manchots royaux. C'était une petite farce que je vous faisais. Donc, voici l'île. Donc, l'étoile représente la base que vous avez vue tout à l'heure. Les petits manchots vous représentent la densité des manchots qui se trouvent sur l'île. Mon bureau, représenté par le petit carré rouge. Donc là où il y a l'étoile, c'est le seul endroit où il y a des bâtiments. Pourtant, il y a des manchots un peu partout. Lorsqu'on veut aller étudier les autres manchots, il faut compter, pour la colonie la plus loin, environ 7 heures de marche. Parce que bien sûr, il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de voiture, donc vous devez vous déplacer avec vos pieds. Par commodité, nous avons étudié les manchots à côté de la base, parce qu'il est plus facile tous les jours d'aller étudier les manchots et de revenir à la base pour dormir et manger que faire 7 heures de marche aller, 7 heures de marche retour. C'est beaucoup trop long, une journée ne compte que 24 heures. C'est une île volcanique, donc vous voyez, c'est quand même très pentu, il y a des montagnes, etc. etc. Donc c'est pas facile d'accéder aux autres colonies. Je vous représente ici le cycle du manchot royal. Je suis partie une année. Pourquoi être partie si longtemps? Parce que j'ai étudié la formation du couple jusqu'au départ en mer d'un poussin qui peut prendre environ 13 à 14 mois. Tout commence environ en décembre, parce que n'oubliez pas, on est dans l'hémisphère sud, donc quand c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas, et quand c'est l'hiver là-bas, c'est l'été ici, quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas. Tout est inversé. Donc tout commence par la saison des amours. Les manchots reviennent et choisissent leur partenaire. Ils choisissent leur partenaire à partir de certains critères, grâce au chant, mais également aux patchs colorés que vous pouvez voir. Et je vous ai mis ici une petite vidéo pour vous faire voir comment ils séduisent. Ceci est une parade, entre guillemets. Ils se séduisent grâce au chant. Quand vous voyez, ils allongent leur tête et ils le baissent. C'est vraiment pour faire voir toutes leurs couleurs au niveau du cou, mais également au niveau des côtés. Et c'est grâce aussi au chant. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de différence entre mâle et femelle. C'est très compliqué de voir la différence. Il faut un peu en avoir vu quelques-uns. Ce qu'on appelle, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Il y a quelques différences pourtant. Les mâles sont en général plus gros et plus grands. Mais il y a toujours des individus qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas trop grands, pas trop gros. Donc c'est toujours difficile de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Une autre technique, c'est le chant. C'est la deuxième question, je vais vous demander de voter. Les mâles, en général, ont un chant assez tranquille. Peu, 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 peu. Les femelles, plus énergiques, ta, 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 ta. Je vais vous faire écouter un chant. Vous allez devoir voter. Je vais vous demander si vous pensez que c'est un mâle, vous allez lever la main, si vous pensez que c'est une femelle. Pour vous laisser le temps de voter, et également en visioconférence, après je vous ferai écouter un deuxième chant. Mais le vote se passera sur le premier. Rappelez-vous, le mâle tranquille, la femelle très énergique. Vous êtes prêts? Ah. Pas évident comme ça. Donc, les personnes qui pensent que c'est un mâle, levez la main maintenant. Très bien. Je vais laisser un petit délai, donc il y a environ 3 dans la salle. Les personnes qui pensent que c'est une femelle, levez la main. Donc, la grande majorité ici en direct pense que c'est une femelle. Juste pour faire patienter un petit peu d'abord. J'ai une réponse de l'école Louis Saint-Laurent. Eux, ils pensent que c'est un mâle. C'est un mâle.
Juste pour permettre aux autres écoles de pouvoir répondre, je vous fais écouter le deuxième. Mais là, vous ne votez pas, juste écoutez. Vous voyez, la différence, là-dedans, il y a un mâle et une femelle, est assez subtile. Est-ce qu'il y a une autre école qui a voté? Non, continue. Donc, la réponse, c'est un mâle. Le premier individu, c'était bien un mâle. Le deuxième était une femelle. Une fois le couple formé, ils vont s'installer ensemble dans leur zone et la femelle va pondre un œuf. L'œuf va être confié au mâle. Ça fait déjà un moment que mâle et femelle sont sur Terre, donc pendant tout ce temps, ils ne mangent pas, donc il va confier son œuf. Donc, il va le mettre au niveau de ses pattes, parce que le sol, vous voyez, quand vous regardez sur le fond de l'image, il n'y a pas de nid, vous ne voyez pas de branchage autour d'eux, donc c'est direct au sol. Donc pour ça, ils vont mettre leur œuf au niveau de leurs pattes et vont le recouvrir par un pli au niveau de l'abdomen. L'incubation, c'est-à-dire le temps que le mâle va couver l'œuf, le maintenir au chaud, va durer environ 55 jours. Au bout de ces 55 jours, la femelle qui était partie se nourrir va revenir pour l'éclosion. Donc, sur cette image, vous voyez un œuf avec son père, parce que la mère est partie se nourrir, ou il se toilette, parce que c'est normal, il continue à se toiletter, ce qui nous permet de voir l'œuf qui est posé sur leurs pattes. Nous intervenons à tous les niveaux, c'est-à-dire j'ai suivi la formation du couple et lorsque l'œuf est pondu, j'interviens directement sur le mâle en le prenant entre mes jambes pour mesurer son œuf. Pour ça, c'est très facile. Je lui retire son œuf et je lui mets un faux œuf. Bien sûr, il est cagoulé pour pas qu'il ait peur et je peux ainsi mesurer l'œuf. C'est la même chose lorsque le poussin éclot, je réinterviens dessus. Je vais prendre le poussin, je vais mettre un subterfuge et je vais pouvoir mesurer les ailes, le poids, lui faire une prise de sang et tout ça à son poussin. Donc, une fois le poussin éclos, les parents vont s'alterner tous les 15 jours afin de le nourrir. Pour ceux qui ont fait les petits exercices que je vous ai envoyés, vous voyez, j'imagine que vous avez trouvé ça long, mais c'est également long pour élever un poussin. Donc, c'est un peu le reflet du travail qui est effectué avec ces petits poussins-là. Ils vont être gavés par leurs parents. Ça naît sans plumes, c'est-à-dire qu'il est incapable de réguler sa température, donc il reste bien au chaud au contact de ses parents au niveau de les pattes. Mais il grossit vite. Dans l'exercice, vous avez pu voir qu'ils éclosent à environ 100 grammes. Et au niveau des kilogrammes, il prend une masse exponentielle. Je vous ai mis la comparaison avec un bébé qui naît à 3,5 kg et qui finit à 70 kg. Donc c'est juste pour vous faire remarquer la prise de masse. C'est ce qu'on appelle de l'hyperphagie. On gave, on gave, on gave, on gave. Comment on nourrit un poussin? C'est par régurgitation. C'est-à-dire les parents qui ont acquis du poisson dans leurs allées et venues au niveau de leur estomac vont revomir, littéralement. Oui, c'est un petit peu sale. Le poisson prédigéré est frais dans la bouche, dans le bec de leur poussin. Donc ça, c'est juste une petite photo coup de cœur que lorsqu'on va mesurer les petits poussins, on peut les prendre et c'est quelque chose d'assez mignon quand même. Arrivé mai, les poussins ils font en moyenne 11 kilos. Les parents partent en mer pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Pourquoi les parents laissent leurs poussins seuls, surcreusés? Mais parce que se reproduire, nourrir un poussin, c'est coûteux en énergie. Pendant tout ce temps, ils ont fait des allers-retours en mer et se sont peu nourris eux-mêmes. Donc, ils ont besoin de refaire leur stock énergétique. Donc, ils vont laisser leurs poussins seuls, en groupe, toujours effet espèces grégaires qui se regroupent pour les prédateurs notamment, et vont partir et les laisser jeûner, c'est-à-dire ne pas manger pendant tout le temps où les parents sont partis. Ce jeûne, il peut être de 3 semaines à 3 mois, voire plus. Donc, c'est vraiment une adaptation des manchots. Imaginez-vous pas manger pendant 3 mois? Difficile.
Les petits cris aigus que vous entendez, ce sont des poussins. Ils ont vraiment un petit cri comme ça. Donc quand vous avez 50 000 poussins qui font c'est assez impressionnant. Si ces poussins ont survécu pendant tout l'hiver austral, les parents, au bout de quelques semaines à quelques mois, reviennent avec plein d'énergie, du gras, du stock, pour pouvoir renourrir leurs poussins et les amener à terme. Donc, ce qu'on appelle la reprise de croissance avec le départ en mer, c'est la phase 4. Comment un parent arrive à retrouver son poussin? Par le chant, tout passe par le chant. Donc là, l'image, ça vous représente un parent, c'est soit le mâle, soit la femelle, et il rentre dans ce groupe de poussins et cherche le sien. C'est plutôt difficile comme ça d'imaginer. Je donne souvent la comparaison de si vous allez dans un centre commercial et que votre mère vous appelle Stéphanie, vous allez savoir que ça, c'est votre maman. Ça ne va pas être la maman de quelqu'un d'autre, ça va être la vôtre. Et si vous lui répondez, elle va savoir que c'est vous et pas l'enfant d'à côté. Donc c'est un peu pareil chez eux. Les parents reviennent, ils vont se remettre à nourrir, à leur donner beaucoup d'alimentation. Les poussins vont recommencer à faire une sorte de boulimie, d'hyperphagie, et ça va leur permettre de changer leur plumage, qui était au début juste pour les isoler des températures froides, à un plumage qui va permettre de les isoler au niveau de l'eau. Parce que c'est des oiseaux qui vont dans la mer, ils ont besoin d'être hermétiques à l'eau afin de maintenir leur température corporelle. Donc vous voyez ici l'évolution du plumage d'un poussin jusqu'à son plumage d'adulte, ce qui à la fin donne des coupes assez punk, ce qui est assez rigolo. Au bout de ces 13-14 mois, le poussin quitte ses parents, quitte les autres poussins et part en mer pour environ 2 à 3 ans afin de devenir mature sexuellement et de revenir sur creuset pour se reproduire. Les petits poussins que j'ai vu leurs parents, j'ai vu l'œuf, j'ai vu les petits poussins à 10, 35, 105, 300 jours. 300 jours, c'est peut-être beaucoup, mais... Et juste à la fin, je les recapture une dernière fois pour pouvoir les peser, toujours mesurer leurs ailerons, etc., pour qu'ils puissent après partir en mer. Mais comment on fait tout ça? Comment on arrive à distinguer un manchot d'un autre, un poussin d'un autre? Plusieurs techniques. La première, on les tague. On les tague avec quoi? Avec de la teinture à cheveux. Ah, oui, c'est bon, c'est revenu. On prend une teinture noire et au niveau de leur plumage blanc, on leur met des chiffres ou des lettres. Et ce qui est très avantageux, c'est qu'ils ont beau faire des allers-retours au niveau des adultes dans la mer, ça reste. Autre avantage, c'est que c'est une espèce qui mue tous les ans. Donc, tous les ans, il change complètement son plumage. Donc, ça ne reste pas indéfiniment. Au bout d'un an, il va renouveler son plumage et cette marque-là va disparaître. Autre moyen pour plus les poussins, on leur met ce qu'on appelle des fish tags et des petits bracelets au niveau de leurs ailerons, de leurs ailes. C'est des petits bracelets en plastique qu'on leur met là, qui nous permet juste de mettre des petits drapeaux qui rappellent le fish tag qu'on met dans le dos. Les fish tags, c'est une sorte de piercing. C'est un petit piercing qu'on met sous la peau avec un petit bâtonnet en plastique et on colle dessus une sorte de scotch et on fait des petits symboles dessus parce qu'il faut imaginer que quand on suit un manchot, on ne suit pas un manchot parmi 10 manchots. On suit un manchot, notamment un poussin, parmi des centaines et des centaines d'autres manchots. Donc il faut pouvoir le voir dans tous les sens. C'est pour ça qu'on leur met des choses ici, au niveau des épaules et dans le dos. On les pèse. On les pèse comment? Simplement en les mettant sur une balance. C'est assez facile. On mesure quoi? On mesure les ailes, les pattes, le bec, ce genre de choses. On leur fait également des prélèvements, notamment des prises de sang. Pourquoi? C'est pour pouvoir étudier un peu comment ils utilisent leurs réserves énergétiques. Est-ce qu'ils ont plutôt un sang riche en globules rouges ou en globules blancs, en sucre, etc.
Oui, c'est bon, ça marche. On fait des prélèvements. Des prélèvements de parasites, notamment, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une tique. Les oiseaux ont en effet différents types de parasites et ont notamment un certain nombre. Ça nous permet de voir les impacts d'une fréquence de tiques sur potentiellement la croissance. Un poussin qui est rempli de tiques, est-ce qu'il grandit, il grossit moins vite qu'un poussin qui n'a pas de tiques? C'est pour répondre à ce genre de questions. Donc tout ça pourquoi? Pour pouvoir représenter, un peu pour suivre, par exemple ici dans ce graphique, la prise de masse ou la perte de masse du manchot. Vous pouvez voir en bas sur l'axe des X le temps. Le temps qui correspond avec les petits pointillés à la période du cycle du manchot, donc qui correspond à entre juin et octobre. Et sur l'axe des Y, c'est le poids. Donc vous pouvez voir la chute drastique de la masse de ce manchot, un peu comme dans l'exercice que je vous ai demandé de calculer. C'est vraiment pour vous rendre compte à quel point il peut prendre beaucoup de poids, mais aussi en perdre énormément. Il commence ici en juin, vous pouvez voir en haut, si je vous le montre avec la souris, ici, qu'il est environ 11 kilos, et à la fin octobre, qui est représenté par la zone 4 où les parents reviennent, il fait plus que 3 kilos. C'est juste pour vous montrer l'importance. Si le parent revient une semaine plus tard, à quelle masse il va être? Il peut être potentiellement là et c'est des risques de mort pour ce poussin-là. Donc, tout ça pourquoi? Pourquoi on étudie si loin des espèces qui sont très différentes des espèces qu'on a à côté de nous? C'est pour mieux comprendre comment le manchot royal utilise l'océan. Et on fait ça comment? En étudiant ses stratégies de reproduction, d'alimentation. On sait qu'il mange ce qu'on appelle des céphalopodes, c'est plutôt des seiches, des calmars, des crevettes, des petits poissons. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir où ils vont, quelle fréquence, quelle profondeur. Et face à des contraintes, face à la météo, est-ce qu'ils se nourrissent pareil, est-ce qu'ils ne se nourrissent pas pareil? Et quels sont les impacts pour son poussin lorsqu'ils vont plus loin, lorsqu'ils vont plus près? S'ils mangent des calmars, est-ce que le poussin il grossit plus vite? Tout ça, pour y répondre, il faut les étudier. Comment on fait? On les équipe. On les équipe avec quoi? La technologie d'aujourd'hui nous permet de leur installer des petites balises GPS, un peu comme le GPS que vous avez dans votre voiture ou dans votre téléphone qui vous dit « c'est là qu'il faut aller et je suis là ». On leur fixe dans le dos. Et ces balises, avec la technologie, ils peuvent nous donner énormément de choses. Ils peuvent nous dire où ils sont, la profondeur. On peut leur mettre des capteurs au niveau du bec pour savoir combien de fois il ouvre le bec. Des capteurs pour savoir sa température interne. Bref, on a tout un panel d'informations qui nous permet de répondre à toutes ces questions. Donc, ces capteurs nous ont permis de savoir où ils vont chercher leur alimentation en hiver. En été, il y a beaucoup de poissons, de crevettes à proximité de l'île, donc c'est pour ça qu'ils peuvent faire des allers-retours tous les 15 jours. En hiver, là, un peu comme ici au Québec, vous allez trouver moins d'aliments frais, par exemple moins de tomates. Là, c'est un peu pareil pour eux. En hiver, pour eux, c'est plus dur de trouver des poissons à proximité, donc c'est pour ça qu'ils partent des semaines et des mois. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur la petite ligne verte que vous voyez ici sur la carte, qui est le front polaire. L'étoile représente Crozet, l'île que je vous ai présentée. Et c'est quoi le front polaire? C'est la rencontre des masses d'eau chaude qui viennent plutôt de l'équateur, ici tout autour, et la rencontre des masses d'eau froide qui sont au pourtour de l'Antarctique. Cette rencontre-là fait qu'il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de phytoplancton, de zooplancton, de poissons, que je vous ai représentés ici par des petites ombres. Et avec ces capteurs-là, on a pu établir des cartes, des maps, savoir exactement où ils vont. C'est ce que représentent ces trois graphiques. Vous avez en bas, et en axe des X et des Y, les latitudes et les longitudes. Mais pour vous permettre de bien comprendre, en fonction des années, je vous ai imagé comment vous devez visualiser cette carte.
La première ligne verte que vous voyez, c'est les eaux chaudes. La deuxième ligne verte que vous voyez, c'est les eaux froides. Donc, si je le montre avec la souris pour que ça soit bien clair pour tout le monde, ici, je vous le montrerai là. Là, c'est creuset. Là, ce sont les lignes d'eau chaude. Là, ce sont les lignes d'eau froide. Donc, le manchot, il part entre ces eaux majoritairement pour trouver de l'alimentation en hiver. Donc, si vous retournez, c'est la même chose ici. Le manchot part ici chercher de l'alimentation. Et vous voyez les différences entre 92, 2001 et 2010. Ils n'ont pas toujours les mêmes trajets. Ils ne vont pas toujours, comme nous, à la même épicerie. Donc, l'échelle ici de cette flèche, c'est 600 km. Parfois, les manchots parcourent jusqu'à 600 km et parfois, comme vous voyez en 2010, ils en parcourent beaucoup plus. Ce sont une contrainte, mais il n'y a pas que ça comme contrainte. Il y a également la densité de congénères. Je vous ai représenté ici la colonie avec deux carrés, un carré vert et un carré rouge. Si vous regardez les deux carrés attentivement, vous allez voir qu'il n'y a pas le même nombre de manchots dans ces carrés. Ce carré, je vous le représente ici, en grossissant, pour vous faire voir que c'est important d'être une espèce grégaire, parce que vous ayez un voisin ou pas de voisin, ça change beaucoup, notamment quand vous avez des prédateurs à côté. Donc ça, c'est une contrainte. Une autre contrainte, c'est le changement climatique. Si on revient sur le front polaire, les zones où ils vont se nourrir, on a remarqué au fil des années que cette zone qui était avant plus proche de l'île, elle recule, elle se rapproche du continent, ici représenté par les flèches rouges. Qu'est-ce que ça implique pour le manchot ? Vous voyez les différentes couleurs qui représentent les différentes années. Ça, c'est un graphique qui vous montre vraiment l'évolution de ce front polaire qui se rapproche petit à petit vers le milieu. Qu'est-ce que ça implique pour le manchot ? C'est-à-dire que les parents, lorsqu'ils vont se nourrir, ils doivent aller beaucoup plus loin. Donc, qui dit va beaucoup plus loin, ça prend plus de temps. Mais son poussin, lui, il est toujours à la colonie. Il n'a toujours pas de nourriture. Ça fait déjà 3 mois qu'il jeûne. La différence d'1 semaine ou 2 semaines, pour lui, ça peut être fatal. Qui dit plus de poussins, dit plus d'adultes. Les populations, elles diminuent d'année en année. Donc c'est une problématique vraiment intéressante. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on étudie le manchot royal. Un autre impact, justement, de cette stratégie d'alimentation qui change avec le changement climatique et vis-à-vis des congénères, de la densité, c'est le choix des partenaires. L'alimentation, ça définit un peu quelle couleur ils vont avoir, parce que la production de cette couleur-là dépend notamment de leur alimentation, donc ce qui fait qu'il ne va peut-être pas choisir le même partenaire qu'il aurait choisi avec une meilleure alimentation. Enfin, pourquoi c'est important d'étudier le manchot royal ? Le manchot royal, comme vous pouvez voir sur cette carte, il est central dans tout ce qui est chaîne alimentaire. Ici, ce qui est un peu particulier dans ce graphique-là, c'est que les flèches ne vont pas de celui, par exemple, du prédateur vers la proie, mais de la proie vers le prédateur. C'est-à-dire que si on regarde ici le poisson, il est mangé par le manchot, et le manchot, il est mangé par l'orque. Donc c'est un peu différent. Si vous retirez un maillon de cette chaîne-là, l'orque, il n'aura plus grand-chose à manger. Et qui est-ce qui va manger le poisson ? Oui, certes, il y a l'otarie, mais l'otarie, elle a également des problématiques vis-à-vis du réchauffement climatique. Si l'otarie disparaît, tout ça, ça va être bouleversé. Donc c'est également ça qu'on étudie. Et pour toutes ces raisons, le manchot royal, comme les autres espèces de manchots, comme bien d'autres espèces, c'est ce qu'on appelle des sentinelles du climat. C'est eux qui nous donnent des informations sur les changements climatiques. Mais pas que. Vous avez vu, le manchot, il a un appétit un peu particulier. Il a des périodes où il mange, et des périodes où il ne mange plus du tout. Ça nous apprend également comment le manchot utilise ses réserves énergétiques, comment il utilise son gras, ses muscles. Et on peut transposer dans les traitements pour l'obésité pour les êtres humains. Ça nous permet également de connaître les quotas de poissons qu'on peut appliquer en fonction de la disponibilité compte
que dans l'alimentation du manchot, bizarrement, avant, il mangeait beaucoup de crevettes et là, on n'en trouve plus du tout dans son régime alimentaire. C'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup moins dans l'océan. Mais sur Crozet, il n'y a pas que des manchots. Il y a plein d'autres espèces des mammifères. Donc vous voyez en haut, à votre gauche, l'éléphant de mer, le mâle et la femelle. Vous avez pas mal d'albatros, d'autres espèces de manchots, mais aussi des espèces végétales qui sont vraiment typiques de l'île. Et je n'ai pas travaillé que sur les manchots. Je vous ai fait voir un aspect de mon travail, mais il y en a bien d'autres. J'ai également travaillé, capturé d'autres espèces, comme en haut, vous voyez un bébé éléphant de mer au milieu, qu'on appelle des bonbons. Vous dites, mais pourquoi on appelle ça des bonbons? Déjà pour sa forme, il ressemble à une sorte de tube de lait concentré qu'on mange comme ça, qu'on aspire. C'est un peu ça. C'est que la mère, elle allaite son petit, et au mesure qu'elle l'allaite, elle maigrit, elle maigrit. Le petit, il grossit, il grossit, il grossit. Il gonfle, il gonfle, il gonfle. Un peu comme les manchots, ils ont une prise de poids énorme, exponentielle. Et lorsqu'ils arrivent à taille relativement adulte, avec une masse correcte, on peut voir sur l'image où il est en train de muer, c'est-à-dire un peu comme le manchot, il perd son duvet de bébé et il acquiert un pelage d'adulte. Il commence à aller barboter au bord de l'eau. Et là, les orques, pour eux, c'est des petits bonbons. Ils mangent les éléphants de mer et c'est tellement tendre. C'est pour ça qu'on leur donne ce gentil petit surnom. Mais il y a également des otaries. Et là, ici, c'est une image que vous voyez de la colonie avec plein d'éléphants de mer et derrière toute la colonie de manchots. Enfin, pour finir cette présentation, donc j'espère vous avoir donné envie de voyager, de peut-être mener une carrière en sciences, mais bien au-delà, je vous invite également à suivre peut-être ma prochaine expédition. En effet, en février prochain, je pars en Antarctique pour le projet Homeward Bound. Ce projet a pour but d'inspirer les nouvelles générations. C'est-à-dire, tout comme vous, j'ai été au secondaire. Je n'étais pas forcément la meilleure de la classe. J'avais des difficultés en orthographe. Je n'étais pas forcément la meilleure en maths. Mais j'ai cheminé petit à petit. J'ai été au cégep. J'ai effectué un baccalauréat en biologie. J'ai effectué une maîtrise en écologie marine. Et puis, j'ai travaillé pendant 5 années. C'est durant ces 5 années-là où j'ai voyagé et que j'ai effectué cette mission-là pour aujourd'hui aller au doctorat. Le message que ce projet-là veut vous donner, c'est que peu importe d'où vous venez, vos aptitudes d'aujourd'hui, tout est possible pour vous. Demain, vous pouvez devenir astrophysicien, vous pouvez devenir explorateur. C'est vraiment, il ne faut pas lâcher, vous en êtes capable, il faut juste y croire. Et peut-être, qui sait qu'un jour, ce sera vous à ma place ici pour présenter l'un de vos voyages ou une de vos découvertes. Donc, si ça vous intéresse de suivre un peu la prochaine expédition, je vous invite à aller sur mon site internet qui est en haut, c'est emilielefoll.com, parce que je vous invite à adopter des manchots, des petites choses un peu pour vous emmener avec moi dans ma prochaine aventure. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Émilie. Alors, j'invite les élèves qui sont dans la salle à se lever au micro si vous avez des questions. On a déjà une question de l'école Louis Saint-Laurent. Alors, oui. Des élèves se demandent à quelle température la plus froide les manchots peuvent survivre. Oh, mais tout dépend de l'espèce de manchot. Mais le manchot empereur, il va jusqu'à des moins 50, moins 60, etc. Le manchot royal, il est à Crozet, il ne fait pas aussi froid que sur le continent même. Donc, le plus froid qu'on ait eu, nous, humains, c'est moins 20. Il peut aller jusqu'à moins 30, moins 40. Il est froid. Donc, il est vraiment fait pour ça. La pire crainte pour le manchot, enfin, les pires, notamment pour les poussins. Parce que Oui. Pas de souci. OK. Là, donc le micro, donc, le pire ennemi du poussin, c'est la pluie. Parce que le
plumage qu'il possède, il est fait pour le maintenir au niveau de thermiquement isolé. Mais une fois qu'il est tout mouillé, là, il n'arrive plus à thermoréguler, donc il a froid, un peu comme nous. Donc le réchauffement climatique implique aussi qu'il pleut de plus en plus sur ces îles-là, et de ce fait, il y a des fortes mortalités dues aux précipitations également. Merci. Si tu veux poser ta question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que pendant ton travail, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un des poussins t'a suivi ou voulait te coller à toi? Oui. Comme vous avez pu voir sur les images, ce sont des espèces où, bizarrement, ils ont peu d'interaction avec les êtres humains, donc ils nous voient un peu comme une autre espèce, un animal tout bizarre. Donc ils sont très curieux, ils viennent vous toucher les vêtements avec leur bec, vous attraper les chaussures, sentir la matière. Ils n'ont absolument pas peur de nous, contrairement à des espèces qu'on peut voir ici, où pour eux, l'homme égale chasse, égale mort, ou voiture, ou infrastructure, donc ils n'ont pas peur. Vas-y. Quelle est la différence entre le manchot et le pingouin? Donc, beaucoup de gens ont du mal à les distinguer. La différence, c'est pingouin vole, manchot vole pas. Grosso modo, c'est ça. Les deux sont d'excellents nageurs, et aussi la répartition géographique. Pingouin nord, manchot sud. Et c'est parfois pour les manchots, mais comment tu... attendez. Repense à ta question. On va passer à celle-ci, puis je te redonne la parole après, d'accord? Pas de souci. Pendant ton travail, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir une orque? Oui. Vous voyez, rappelez-vous, mon bureau, entre guillemets, la colonie, la manchotière, c'est l'endroit où il y a tous les manchots, est au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, dans la colonie, il y a également les bonbons. Donc, tout ce petit monde-là vont barboter aux abords, ce qui fait que l'orque vient là où il y a de la nourriture. Il y a des manchots, il y a des bonbons dans l'eau, donc l'orque vient également. Donc, on en a vu plusieurs. As-tu ta question? Pourquoi les manchots... et c'est parfois c'est un peu risqué d'approcher un manchot au cas où il ne veut pas que tu y approches, comme il te laisse un peu approcher les petits, et c'est parfois c'est un peu risqué au cas où il t'attaque, ou il ne veut pas, et c'est parfois il accepte. Alors, lorsqu'on intervient sur les manchots, ils défendent leur territoire, donc ils défendent aussi notre intrusion, parce qu'ils nous voient comme une intrusion sur leur zone. Donc, ils ne nous attaquent pas, mais ils se défendent. On emploie des techniques pour pas qu'ils stressent, on leur met des cagoules, on les tient de façon à ce qu'ils ne se blessent pas et qu'on ne les blesse pas également. Donc, à ce moment-là, ils se protègent. Nous, on fait avec respect, il n'y a pas de souci. Après, lorsque vous vous promenez dans la manchotière, il y a des manchots qui vont être curieux, qui vont venir vous prendre le pantalon, il y en a d'autres qui vont s'en aller. Et ça, c'est bien correct, on le respecte. On évite d'aller en plein milieu d'eux, on les respecte, on fait le tour. Mais voilà, il n'y a pas... Merci. Merci à toi. Allô? Bonjour. Oui, je sais que chez les pingouins, le mâle va chercher le meilleur caillou pour l'offrir à la femelle. Puis, les pingouins ont la caractéristique d'avoir un seul partenaire de vie. Est-ce que c'est la même chose pour les manchots? Il y a aussi ça chez les manchots, notamment le manchot Adélie ramène des petits cailloux à sa femelle. Les manchots royaux ne s'échangent pas de cailloux parce qu'ils ne forment pas de nid. Donc c'est vraiment de la séduction avec ma posture, avec ma carrure, avec mes couleurs, avec mon chant. Et après, est-ce que c'est un partenaire de vie? Non, ce n'est pas un partenaire à vie, parce que les manchots, en fonction de leur réussite ou de leur échec d'avoir un poussin, ça change vraiment leur cycle. Il y a une différence entre un mâle et une femelle qui ont un petit poussin qui arrive à l'amener jusqu'à 14 mois, c'est long 14 mois, et d'autres couples qui arrivent et qui ne retrouvent pas leur poussin parce que leur poussin s'est fait prédater, parce qu'il a tellement plu qu'il est mort de froid ou différents facteurs de mortalité, ce qui fait qu'ils vont recommencer un cycle de reproduction plus rapidement que les autres. Et lorsqu'ils partent en mer, ils ne partent pas à deux. Donc, ce n'est pas sûr que l'année prochaine ou quelques mois plus tard, ils retrouvent le ou la même partenaire. Mais il y en a plusieurs années qui arrivent à se retrouver, mais c'est
c'est un peu statistiquement peu probable. Merci. J'ai une question de l'école Pierre Dupuis, puis après on passera à ta question. Alors, l'école Pierre Dupuis aimerait savoir comment les manchots réagissent avec les balises. Est-ce qu'ils les supportent bien? Est-ce qu'ils veulent les enlever? Très bonne question. Donc, les balises sont fixées au bas du dos afin de ne pas les gêner, de ne pas gêner leur nage, de ne pas gêner leur prise de capture, de ne pas les gêner également sur le sol. Et de ce fait, il y a très peu, ça a été étudié, très peu d'impact sur leur vie de tous les jours. Est-ce qu'ils peuvent les retirer? Difficilement, parce que c'est vraiment une zone de bas du dos où, avec le bec, c'est très difficile d'y accéder et c'est quand même bien attaché, donc c'est très rare. Il y en a certains qui les perdent, mais on n'y peut rien. C'est pas parce qu'ils ont tiré dessus, c'est parce qu'on l'a mal fixé ou parce que la mer était trop mauvaise, ou il y a différents facteurs. Puis est-ce que les autres peuvent réagir contre des manchots qui seraient équipés de la sorte? Il n'y a pas de distinction, mais vu que c'est des espèces très curieuses, en général, de temps en temps, ils vont aller toucher, voir ce que c'est chez le voisin. C'est quoi ça? Oui, t'as vu ma valise? C'est un peu ça. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que les manchots, c'est une espèce en voie d'extinction? C'est une espèce non pas définie en voie d'extinction, mais en déclin. Oui, c'est en déclin, c'est-à-dire que le nombre chute, qui inquiète les autorités, mais ça n'a pas été classifié, menacé en voie d'extinction. Moi, j'ai une question. Je me demande qu'est-ce que c'est le quotidien d'un scientifique sur une base? Tu te lèves tôt, tu pars tout de suite travailler. Est-ce que tu as des loisirs? Le quotidien, c'est Qui fait à que... manger? Vous avez vu, il y a des militaires, il y a des réunionnais avec nous, donc tout ce qui est vie quotidienne, en fait, ils nous l'allègent. On n'a pas à faire à manger, le manger est prêt lorsqu'on rentre. On se cale beaucoup sur le cycle du manchot, c'est-à-dire on n'a pas de week-end, on n'a pas de jour férié, on n'a pas Noël, on n'a pas Halloween, parce que le manchot, lui, il n'a pas de jour férié, il n'a pas de week-end, il n'a pas Halloween. Donc on se lève avec les manchots et on se couche avec les manchots. Donc c'est très intense pendant 15 mois, on n'a pas de vacances. Des journées de combien d'heures? Ça dépend, chaque programme de recherche a un peu ses objectifs, mais c'est des très longues journées. Parce qu'une fois qu'on rentre sur base, il faut dépouiller ses données, il faut préparer son matériel pour le lendemain, etc. etc. Donc on ne compte pas ses heures, mais être dans un milieu si féerique, on oublie les heures. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on ne se rappelle plus quel jour on est, on ne se rappelle plus trop quel mois on vit avec les manchots. Oui, et vous avez apporté des vêtements avec vous, mais on s'entend que vous n'avez pas apporté des vêtements pour chacun de vos jours. Comment vous avez fait pour laver vos vêtements? Est-ce qu'il y avait des machines à laver ou Donc oui, on a des machines à laver. Niveau diversité vestimentaire, c'est très limité. On est souvent habillés pareil. Donc on ne peut pas trop se montrer coquet ou coquette. Dans un milieu assez froid, on oublie en général les robes, les jupes, et on est en bottes, habits de pluie, et on passe nos journées comme ça. Donc quand on rentre, c'est aussi plaisant de pouvoir remettre des petites chaussures, pouvoir mettre du maquillage pour les filles, ou d'autres vêtements, un jean, rien que ça. J'ai une question de l'école Pierre Dupuis encore. Ils aimeraient savoir quel est le taux de mortalité des poussins lorsque les adultes partent. Dans l'exercice, vous l'avez calculé, ce taux de mortalité-là, pour mes poussins, c'était environ 17%. C'est-à-dire, sur 100 poussins, à la fin, il n'en restait que 17. Donc, c'est assez important. Et c'est notamment pour ça que les enjeux pour les contraintes et les changements climatiques peuvent être très importants. Parce que de 17, c'est quand même peu sur 100. Et là, c'est au départ de la mer. Donc, la mortalité est aussi importante durant les premières années de ces manchots-là, en mer. Donc, à la fin, il ne leur reste pas beaucoup, finalement. On a une question qui est liée, donc quand même, je vais la poser, puis après, je vous redonnerai la parole. C'est la polyvalente Louis Saint-Laurent. Ils veulent savoir si un poussin ne retrouve pas ses parents, est-ce qu'il peut être nourri par d'autres parents? Très bonne question. Ça peut arriver. Ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver.
En effet, les parents partent en mer, donc c'est aussi risqué pour eux. Ils peuvent rencontrer un orque, ils peuvent tomber malades, ils peuvent se blesser et ne jamais revenir. En général, lorsque le poussin est assez grand, parfois un seul parent peut continuer à nourrir et à amener à terme son poussin. Parfois, les deux disparaissent. Mais le poussin, il va les stimuler, il va les quémander à n'importe quel adulte. Et par chance, si l'adulte a perdu son poussin aussi qui est mort, ça peut faire une belle rencontre et cet adulte-là peut nourrir ce poussin-là. Il ne va pas forcément l'adopter, c'est-à-dire que 2 semaines plus tard, c'est peut-être un autre adulte qui va le nourrir, ou le même, mais ce n'est pas fixe. Tu peux poser ta question? Ah, Vas-y. Oui. c'est quand le phoque léopard attaque? Excuse-moi, C'est quand le phoque léopard attaque? est-ce que le... Le phoque léopard, à quel moment il profite pour attaquer les phoques? à quel moment les phoques peuvent l'attaquer? Non, le phoque léopard peut attaquer les pingouins, il en profite. Est-ce que les léopards peuvent attaquer les manchots? Ouais. Oui. Alors, comme je vous l'ai montré dans les différents prédateurs, le léopard des mers peut également manger des manchots, les otaries aussi. On l'assiste. En fait, la nature, là-bas, elle est pure, elle est brute. Donc, on assiste tous les jours à des prédations et on n'est pas là pour intervenir. C'est parfois le côté un peu difficile. C'est qu'un petit poussin que j'ai suivi de l'éclosion jusqu'à 4 mois, je peux potentiellement le voir se faire manger par un prédateur et je n'ai pas le droit d'intervenir parce que c'est la nature. C'est combien de temps environ c'est combien de temps de préparation un voyage de 15 mois? On a 2 mois avant de partir où on rejoint son laboratoire pour parler matériel, pour beaucoup lire, parce que avant d'y aller, j'avais jamais vu un manchot de ma vie. Donc, il faut se préparer et on a 2 mois au retour pour dépouiller ces données. C'est pas n'importe qui part. On a des tests psychologiques, des tests physiques qui nous disent qu'on est apte à partir. Il faut savoir que là-bas, une fois que vous y êtes, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Donc, il faut être sûr que vous n'ayez pas une rage de dents parce qu'il y a un médecin. Donc, si vous avez un problème de dents, il faut pouvoir le traiter. Et si ça s'aggrave, ça peut être dangereux. Je donne souvent la différence avec la station internationale dans l'espace. Quand vous êtes un astronaute et que vous avez un problème de santé, pour rentrer, il vous faut 24 à 48 heures pour être dans un hôpital dans le monde, peu importe où. À creuser, il vous faut minimum 3 semaines. Donc, on mesure tout ce qu'on fait vraiment pour être sûr qu'on ne se blesse pas ou qu'on ne tombe pas malade. Alors, on va prendre une dernière question ici, puis une question par web diffusion. Puis après, on passera à la conclusion. Donc, vas-y. Est-ce qu'ils peuvent pondre plus qu'un œuf? Non, ils pondent un seul œuf et je vous en ai ramené un. Oh mon Dieu. OK. Juste pour vous donner un aperçu de la taille du manchot, ceci est un vrai œuf de manchot. Donc vous voyez, si je mets un œuf de poule, il est là. Donc c'est quand même une belle bête. On va finir avec la question de l'école Pierre Dupuis. Eux, ils aimeraient savoir pourquoi la chasse a été interdite avant 1998. Il faut savoir que les premiers explorateurs utilisaient les manchots comme combustible pour faire fondre le gras des baleines. Il y avait en effet, c'est une zone où il y a beaucoup de baleines et il y avait une forte industrie de gras de baleine. Et le manchot, c'est gras, ça brûle bien. Donc, ils le chassaient pour le manger, mais aussi pour faire du bois. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci, Émilie, de nous avoir donné ta présentation. Avec merci plaisir. à ceux qui nous ont suivis en web diffusion. À bientôt.